c'est bon. Ok, donc on a fait le schéma cinématique. Je vais reprendre donc les mêmes couleurs pour faire un graphe des liaisons. Donc ça c'est mon bâti. Hein. Donc c'est pas obligé de l'identifier sur un graphe des liaisons, le bâti, mais c'est toujours intéressant, surtout que vous avez dû remarquer que sur le précédent exercice, je m'appuie pas mal sur le graphe des liaisons pour faire les isolements. Alors maintenant, je précise sur mon graphe des liaisons qu'entre 0 et 1, j'ai une pivot d'axe AZ. Ici, j'ai une pivot d'axe BZ. Ici, j'ai une pivot d'axe CZ. Ici, j'ai une glissière de direction X. Ensuite, on va, dans un premier temps, identifier. Alors ici, j'ai un effort extérieur, mais sur le bâti, je m'en fiche. Là, j'ai un effort extérieur sur la pince, enfin sur le levier de la pince. Donc là, j'ai un effort que je vais dire que c'est l'effort de la main sur 1. On a un point que je vais appeler E' ici. Donc ça va être un effort qu'on va modéliser par un glisseur. Ok. Donc en E'. Et je vais l'appeler F. FM comme F main. Sur Y. Et comme on dit que c'est juste une force, on a bien un glisseur, donc un moment nul. À cet endroit, donc sur 3, ici, j'ai l'effort du clou. Sur 3. Vu la taille de la tête du clou, on va considérer le contact ici comme ponctuel. D'accord? Donc de normal, quelque chose qui est perpendiculaire à cette surface-là, donc de normal X. Donc on peut raisonnablement dire que cette action en D, c'est un effort F clou, on va dire, porté par X, avec un vecteur nul. Alors là, soit on commence par dire, a priori l'effort du clou, il va être vers la gauche, donc je peux directement mettre un moins. Soit, donc à ce niveau-là, en disant, moi ce que je cherche, c'est la valeur absolue de cet effort. Soit le moins, il va apparaître dans la résolution normalement. D'accord? Donc ça, c'est au choix. Donc là, on a déterminé les efforts extérieurs. Celui-ci ne m'intéresse pas, donc qui est ici, hein, en E, donc je le caractérise pas. Ok? Ensuite, je vais maintenant définir les inconnus dans mes torseurs d'action mécanique transmissibles par mes liaisons. Alors, on peut considérer que on est dans un problème plan, d'accord, puisque tous les pivots sont d'axes orthogonaux au plan XY, que la glissière est dans le plan XY, donc que en gros tous les degrés de liberté sont bien dans le plan XY. Ensuite que tous les efforts ils sont dans le plan XY aussi, puisque soit suivant Y, soit suivant X. Donc on peut simplifier le problème en disant qu'on est dans un problème plan XY. Donc on va s'en servir. Donc ici, on est
on va pouvoir transmettre entre 0 et 1 par l'intermédiaire de ma liaison pivot d'axe AZ. Donc je l'écris en A. Donc un effort sur X et sur Y. Sur Z, je ne m'intéresse pas. Les moments sur X et Y, je ne m'y intéresse pas. Et sur Z, comme j'ai un degré de liberté, je ne peux pas le caractériser et je travaille dans la base 0. Donc je vais l'appeler base B. D'accord ? Après, ici, je vais pouvoir considérer une action mécanique de 2 sur 1 qui est transmise, qui est transmissible par une liaison pivot d'axe BZ. Donc pareil, X21, Y21, ici ça m'intéresse pas, 0 dans la base B. Et la dernière liaison pivot ici, donc de 2 sur 3 par exemple. Ici donc en C, donc qui va avoir la même forme, X23, Y23, toc, 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 0 dans la base B. Et ici une glissière, donc de 0 sur 3, l'action mécanique. Je ne sais pas encore à quel point je vais l'écrire, je vais attendre. Oui, vas-y Alexandre, pose ta question. Comment c'est que les moments on ne les utilise pas là? Parce que vu qu'on s'intéresse à la force, du coup on les enlève directement. Parce que moi j'avais tout mis de base. Enfin, comment c'est ce qui va nous intéresser? Pourquoi là on s'intéresse pas au moment? Alors là où j'ai mis des traits, je dis je m'y intéresse pas. C'est parce que je considère le problème comme plan. Donc dans un problème plan XY, je ne peux pas transmettre d'effort sur Z et pas de moment sur X et Y. D'accord ? Dans la vraie vie, en fait, ces actions, elles peuvent exister dans la vraie vie. Mais en fait, elles vont se compenser les unes les autres. Elles ne vont pas intervenir sur l'expression de ces efforts-là, normalement. Si nos hypothèses de symétrie plane sont bonnes, que ce soit dans la répartition des efforts ou la répartition des ou la symétrie de géométrie. D'accord ? C'est pour ça que moi je préfère mettre des traits plutôt que des zéros. J'ai des collègues qui mettent des zéros. En fait, si on veut être rigoureux, ces moments ils sont pas forcément nuls dans un problème. Parce que dans un problème plan, on peut avoir des composantes, par exemple, sur la résultante sur Z, mais qui vont s'annuler entre deux actions. Ouais, du coup, elles sont présentes, mais juste maintenant. Ouais. Et là, alors, la glissière, elle peut transmettre une action mécanique qui a cette forme-là. Et ce torseur, donc que je suis en train d'écrire ici, là, il a la même forme en tout point de l'espace. C'est-à-dire que ce 0-là, il sera toujours là. D'accord ? Par contre, ce moment-là, il peut changer en fonction de l'espace. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment défini, puisque c'est une inconnue. Donc maintenant, je vais choisir en quel point je vais écrire ce torseur-là, pour me simplifier mes calculs. A priori, je vais me servir de ce torseur-là quand je vais isoler 3. 3, j'ai déjà un torseur qui est écrit en D, et un torseur en C. Donc je vais l'écrire en C. Ça va me simplifier mes calculs. C'est bon? Tout le monde m'a suivi? J'ai choisi ça pour l'écrire là. Ok? Maintenant, la question se pose de comment est-ce que je vais résoudre mon problème. Alors, avant de pouvoir résoudre le problème, on va essayer de voir. Moi, j'ai une inconnue que je cherche à déterminer, c'est celle-là. D'accord? Et je veux l'exprimer en fonction de ça. D'accord? Que je connais. Enfin, que je veux exercer. Après, j'ai des inconnus. Une inconnue, 2 inconnus, 3 inconnus, 4 inconnus, 5 inconnus, 6 inconnus, 7 inconnus, 8 inconnus. Et ça, c'est encore une inconnue. Hein. Donc, j'ai 9 inconnus. 9 inconnus. Si j'applique un principe fondamental de la statique à un isolement particulier,
dans l'espace, je peux écrire 6 équations. Mais dans le plan, je ne peux en écrire plus que 3. Hein. Vous voyez, j'ai 3 composantes sur mes torseurs. Donc chaque PFS va me donner 3 équations. Donc moi j'ai 9 inconnus. La question c'est est-ce que je peux déterminer toutes ces inconnues? Bah, la réponse c'est oui, j'ai 4 pièces. Enfin 4 classes d'équivalence cinématique. Donc 4 classes d'équivalence cinématique, je peux isoler l'ensemble de ces classes d'équivalence cinématique, sauf le bâti. Donc je peux en isoler 3. Donc si je fais 3 isolements, j'applique 3 fois le PFS, je vais avoir 9 équations. 9 équations, 9 inconnues, c'est un problème donc qui peut être potentiellement solvable, d'accord, que je peux résoudre. Alors, la question c'est qu'est-ce que j'isole? Alors, dans un premier temps, l'idée c'est de se dire j'isole chacun des solides les uns après les autres. Ok, sans trop se poser de questions. La qualité du son, ça agrésille, ça... C'est ça? C'est pas bon? Ah, la vidéo. Je voulais que si je zoome, c'est mieux? Ouais, je sais pas, c'est assez pixelisé, c'est pour plusieurs. Ok, alors attendez, ce que je vais faire, je vais déconnecter et reconnecter, vous me direz si c'est mieux. Pour le moment, c'est mieux. Impeccable, ok. Bon, c'était peut-être moi alors. Donc la première chose qu'on va chercher à faire, c'est que vous avez déjà bien compris que on va chercher en fait à éviter d'écrire nos 9 équations. D'accord? La dernière fois, on a écrit 12 équations et en fait, on s'en est servi de 2. Donc, on va chercher à en écrire que le nombre nécessaire. Et idéalement, une équation par isolement. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher à utiliser un théorème particulier du cours qui est le théorème d'un solide soumis à 2 glisseurs. Typiquement ici, si j'isole 2, je me rends compte que ici j'ai une action mécanique qui est transmissible par une liaison, ici une autre action mécanique qui est transmissible par une liaison. Ces deux actions mécaniques, c'est 2 glisseurs avec des zéros sur les moments. Donc, on isole 2. Je fais le bilan des actions mécaniques extérieures qui s'appliquent sur 2. J'ai l'action de 3 sur 2. J'ai l'action de 1 sur 2. Et là, je remarque que c'est 2 glisseurs. Donc, quand je vais appliquer le PFS, en fait, je vais utiliser le théorème d'un solide soumis à 2 glisseurs. Et je vais en déduire que la résultante de 1 sur 2, c'est égal à moins la résultante de 3 sur 2, pardon. Donc c'est-à-dire même norme mais sens contraire, et qu'elles vont être portées les deux par la droite auquel s'appliquent ces 2 glisseurs, c'est-à-dire B ici, C. C'est bon ça?
Alors, dans la configuration qu'on a, alors, si on se met dans le cas général, il faudrait dire, attention, BC, il faudrait donner un angle ici, là, pour orienter BC par rapport à X. Dans notre cas particulier, ici, BC, il est à l'horizontale, donc est suivant sur X. Donc, on va pouvoir dire assez vite, bah, en fait, j'ai Y23 qui est égal à Y, alors à moins, si vous voulez, Y21 qui est égal à 0. Et j'ai X23 qui est égal à moins X21. C'est bon? Donc en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. Donc vous voyez, là, j'ai appliqué un premier PFS, et avec ce théorème d'un solide soumis à deux glisseurs, moi, j'ai pas écrit de maths, là, pour l'instant. Ensuite, on va isoler 3. J'isole 3. Tac, tac, tac. 3, je vois que j'ai fait 3 croix, donc j'ai un solide qui est soumis à 3 glisseurs ici. Pardon, à 3 actions mécaniques, puisque l'action de 0 sur 3, c'est pas un glisseur, attention. Donc là, a priori, je vais pas avoir de raccourci. Donc, on isole 3. Attendez, je vais mettre en haut plutôt la feuille. Donc, on isole 3. On fait le bilan des actions mécaniques extérieures. J'ai l'action de 0 sur 3. J'ai l'action du clou sur 3. Et j'ai l'action de 2 sur 3. Alors, si vous vous rappelez ce qu'on a fait mardi, ici, on ne va pas forcément chercher à définir toutes les inconnues ici. En fait, ce qui nous intéresse, c'est à exprimer une des inconnues de liaison, donc ici, en fait, là, parce que c'est ça qui va être transmis au système mécanique, en fonction de l'effort du clou. Ce qui se passe ici, ça ne nous intéresse pas dans la glissière. Oui, on veut en fait écrire une loi entrée-sortie en effort, c'est-à-dire que on veut pouvoir relier l'effort que l'on doit exercer ici avec la main en fonction de l'effort du clou. Ce sont des efforts qui sont issus d'actions mécaniques extérieures. Donc, on va s'intéresser aux mobilités des systèmes. Alors, sur la biellette, la verte, on a déjà travaillé sur le fait que ce soit un solide soumis à deux glisseurs, donc ça ne nous pose plus de questions. C'est une biellette qui va nous permettre de transmettre l'action mécanique entre la pièce de sortie bleue et la pièce d'entrée rouge. Et donc on a déjà trouvé notre relation entre l'effort qui vient de la pièce d'entrée, donc X21, et l'effort qui va à la pièce de sortie X23. Donc ça, on ne se pose plus la question. Par contre, si on regarde les mobilités, rouge, ça va avoir un mouvement de rotation autour de l'axe AZ, d'accord, et bleu, un mouvement de translation suivant la direction X. Donc, sur bleu, on va juste travailler dans le PFS, en fait, donc 3 par rapport à mon bâti 0, c'est une mobilité en translation sur X. Donc, on utilise uniquement la résultante portée par X. D'accord? Et on va trouver donc F clou plus X23, ça fait 0. Non, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que, comme on travaille que sur la résultante est invariante.
Donc c'est ça qui est intéressant, enfin c'est ça en partie qui est intéressant. J'écris qu'une équation et en plus, comme ici j'écris le théorème de la résultante, j'ai même pas à écrire mes torseurs à des points différents, à des points identiques. Il y a un point identique. D'accord? Et je trouve immédiatement une relation qui me permet de relier l'effort du clou à l'effort dans la villette x23. Et donc là, si vous regardez l'autre équation que vous avez, en fait, vous venez de relier l'effort du clou, donc l'effort en sortie, à un effort qui s'applique sur la pièce 21 déjà. Et donc maintenant, quand on va isoler la dernière, donc ici, j'ai une action mécanique là, une action mécanique là. Donc là, j'ai 3 actions mécaniques. On peut remarquer que c'est 3 glisseurs. Donc, on pourrait utiliser le théorème d'un solide soumis à 3 glisseurs en disant, bah, ces 3 glisseurs-là, ils doivent être concurrents. D'accord? La direction de ces 3 efforts doit être concurrente. Bon. Là, on va aller un peu plus simple. Donc, je vais isoler 3. On fait un bilan des actions mécaniques extérieures. Donc je ne réécris pas les torseurs, ils sont déjà écrits sur le graphe des liaisons. Hein. J'ai l'action de 0 sur 1. J'ai l'action de la main sur 1. Et j'ai l'action de 2 sur 1. Et du coup on isole 1. Merci, oui. Victor. Et Emma. On isole 1. Et donc on a dit comme 1 a un mouvement de rotation autour de l'axe AZ, et ben on va utiliser le théorème du moment quand on va appliquer le PFS. Donc le PFS avec donc mobilité de 1 par rapport à 0, donc c'est une rotation autour de AZ. Donc, on écrit le théorème du moment en A projeté sur Z. Je vais y revenir, Clémence, à ta question. Donc, il faut me calculer. Donc, en A, bon, ce torseur-là, il est déjà écrit en A, puis j'ai déjà un 0. Ça tombe bien parce que ça, c'est l'effort du bâti sur 1. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la liaison entre le bâti 1. Et en gros, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir relier l'effort M ici à x21. Pour pouvoir relier x21 à x23. Et en fait, fm à f clou. Donc, je vais écrire, dans un premier temps, le moment en A de l'effort de la main sur 1. Alors, on va aller voir le dessin. Soit vous m'écrivez que c'est le moment en E plus AE vectoriel la résultante, soit vous voyez que en fait cet effort là, donc c'est cet effort là qui m'intéresse, hein, ça va chercher à créer un moment ici dans ce sens là, donc de x vers y, donc un moment positif. Je ne l'écris pas en produit vectoriel, hein, je vous montre comment je l'écris. Alors, donc positif sur z. Hein. Et sa norme, ça va être égal à la norme de l'effort fois le bras de levier. Et mon bras de levier, c'est cette longueur-là. D'accord? Puisque le bras de levier, il suffit que je prenne la direction de mon effort, et mon bras de levier, c'est ça. Ok? Donc mon bras de levier, c'est 60 mm.
C'est bon? Donc en fait, 60 mm, c'est-à-dire je suis à 0,06 FM. De la même façon, le moment en A de l'effort de 2 sur 1, alors pareil, hein, je pourrais dire que c'est égal au moment en B de l'effort 2 sur 1 plus AB vectoriel l'effort de 2 sur 1, mais à partir du moment où j'ai vu... Alors attendez, je vais effacer un peu tout ce bazar. À partir du moment où j'ai bien compris que ici en fait on a dit qu'on avait uniquement un effort qui était... Attendez, je vais en plus gros. Un effort qui était comme ça. D'accord, x21. Bah, lui, il va créer un moment aussi dans le sens... Pardon, je prends mon verre là. Aussi par rapport à dans le sens positif. Et le bras de levier, bah, c'est cette distance-là. C'est-à-dire 24 mm. D'accord, c'est la plus courte distance entre la direction de mon effort et le point auquel j'écris le moment. J'espère que ce que je suis en train de faire, ça répond à ta question, Pierre-Louis, non? Donc ici, on est aussi dans le sens positif. Donc on est aussi dans le sens positif. J'ai dit 0,024 mm et c'est x21 porté par z. Donc, mon équation, elle me donne que 0,06 fm plus 0,024 x21 égale 0. Et là, vous avez donc votre troisième équation. Bah, sur un problème plan, en fait, si vous me mettez une petite phrase en me disant on identifie le bras de levier comme étant de 0,024, que le moment est positif, donc le moment il vaut tant, moi ça me va. Sur un problème 3D, ça sera plus compliqué. Tu peux écrire le théorème de la résultante, Alexandre, mais il va pas t'aider. Pourquoi? Bah parce qu'il va faire intervenir en plus les inconnus que tu as dans ce torseur là, ici là, x01, y01. Et ça, elles t'intéressent pas ces inconnus là, d'accord? Alors que là, avec mes trois équations, regardez, je peux dire, bah en fait, f clou c'est égal à moins x23, c'est-à-dire à plus x21. C'est-à-dire que c'est égal à moins donc 0,06 sur 0,024 effort de la main. D'accord? Et donc si vous faites une petite application numérique, je crois que FM c'est 40. Donc 40 x 6, 4 x 6, on est sur du 24. Donc on est sur du 100 newtons. Moins 100 newtons. Donc et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on l'a défini positivement, notre inconnu. On voit que le signe moins, il nous montre bien que l'effort du clou est vers la gauche ici. D'accord? Donc ça, c'est cohérent.
est-ce qu'il faut démontrer que l'effort sur le clou c'est x21 ou on peut juste le dire direct? C'est-à-dire... Bah là on l'a écrit ça. Ah si, il faut me dire ça quand même. Ça a l'air logique, oui. Mais en fait, ce qui a l'air logique, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de voir cette logique, mais de le démontrer proprement. Oui, Baptiste. D'accord? Parce que là, on est sur des problèmes simples. Et sur des problèmes plus complexes, on va avoir cette même simplicité à l'intérieur, des fois. Mais si vous travaillez que avec les mains, il y a un moment où vous allez vous planter. D'accord? Donc, travaillez rigoureusement. Écrivez-moi les 4 étapes. J'isole, je fais le bilan des actions mécaniques, j'énonce le PFS et je résous. 4 étapes. Et après, suivant les problèmes, bah, vous n'aurez besoin que de certaines équations dans votre PFS. Donc vous ne les écrivez pas toutes, ces équations. Et vous justifiez. Hein. Pourquoi j'ai écrit la résultante ici? Parce que la mobilité de 3 par rapport à 0, c'est une translation sur x. Pourquoi j'utilise que le théorème du moment ici? Parce que la mobilité de 1 par rapport à 0, c'est une rotation autour de AZ. Pourquoi j'ai pas écrit mes équations ici? Puisque j'ai un solide qui est soumis à 2 glisseurs. D'accord? Mais ça, j'ai justifié à chaque fois. D'accord? Et encore une fois, on peut se permettre de ne pas écrire toutes les équations. Pourquoi? Parce que ici, toutes les inconnues autres que Fm ne m'intéressent pas. Ces inconnues de liaison, là, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'en ai défini certaines parce que c'était nécessaire en gros, pour voir comment étaient transmis mes actions mécaniques donc, au sein de ma chaîne d'énergie, au sein de mon système mécanique. Donc ça, j'avais besoin d'en déterminer 2, hein, celle-là. Mais les autres, celle-ci, celle-là, je suis capable de les déterminer, hein, mais il faut que j'écrive toutes mes équations. Alors, pour revenir sur les moments. D'accord? Comment est-ce que j'ai calculé les moments? Alors, là, j'ai cet effort-là. D'accord? Je veux calculer le moment qui est généré par cet effort-là au point A. Ok? Donc, si je regarde, si je me place de ce point de vue-là, je me place en A. Donc, en A, cet effort-là, il va être tendance à faire tourner ici dans ce sens-là. Donc, en gros, de X vers Y. Donc, c'est-à-dire dans le sens positif. Donc, ça va me donner quelque chose en plus Z. D'accord? Et un moment, c'est des newton-mètres. C'est un effort multiplié par une longueur. Cette longueur qui nous intéresse ici, en fait, c'est un bras de levier. Donc, si je prends ici la prolongation, ça, c'est la direction de mon effort. D'accord? Le bras de levier, on peut le définir comme étant la plus courte distance entre la direction de mon effort et le point auquel je calcule mon moment. Donc ici, c'est ça. C'est cette distance-là. D'accord? Et mon bras de levier, il vaut 60 mm ici. Donc en gros, ici, j'ai un moment qui va être positif, généré par un bras de levier de 0,06 m fois la norme de ma force, Fm, est portée par Z. Ok? Si maintenant je m'intéresse à l'effort ici qui est lié à x21 porté par x. Pareil, du point de vue du point A, ça va me générer un moment qui va être tendance à faire tourner autour de A dans ce sens-là. C'est-à-dire, encore une fois, de X vers Y. Donc encore dans le sens positif.
Donc là, ça va me donner un moment qui va être lui aussi positif autour de Z. Autour de AZ. Hein. Et mon bras de levier, c'est encore une fois la plus courte distance entre la direction de ma force, c'est-à-dire cette droite-là. Pardon. Donc cette droite-là. Bon, elle n'est pas très belle. Allez, je la déplace. Donc cette droite-là. Et le point A, c'est-à-dire cette distance-là. Et cette distance-là, c'est quoi? C'est 24 mm. Donc ça me fait un moment qui égale à 0,024 x21. Je vous le fais autrement. Je vous le fais autrement si vous voulez le faire par les équations. Alors, le moment en A de l'action de la main sur 1, c'est égal au moment, ça on avait dit que c'était E'. Hein. Moment en E' de l'action de main sur 1. Plus A E' vectoriel, la résultante de la main sur 1. Ça, ce moment-là, il est nul, puisque c'est un glisseur. Hein. AE', c'est du 0,06 sur x plus une distance que je connais pas, donc moins quelque chose que je connais pas sur y. Je l'appelle d cette distance là. Moins d sur y. Vectoriel fm porté par y. Et donc là je vois que x vectoriel y c'est positif, porté par z, donc 0,06 fm porté par z. Donc je retrouve bien la même chose. Si je regarde vers, je me mets ici en vert, j'ai le moment en A de l'action de 2 sur 1. C'est égal au moment en B de l'action de 2 sur 1. Plus AB vectoriel, la résultante de 2 sur 1. Donc ça, c'est égal au vecteur nul. C'est un glisseur, liaison pivot. AB, c'est moins 0,018 porté par X, moins 0,024 porté par Y. La résultante de 2 sur 1, alors, c'est x21 porté par x, plus y21 porté par y, mais on a vu tout à l'heure en isolant la biellette ici, que ça vaut 0. Et donc je me retrouve avec x vectoriel x, ça fait vecteur nul, y vectoriel x, ça fait moins z, mais comme j'ai un moins devant, je suis en plus 0,024 x21, donc x21 porté par z. D'accord? Donc si vous n'êtes pas sûr de vous écrivez la formule de Varignon, hein, Babar, là, pour recalculer ce moment. Est-ce que c'est bon là? Alors tout à l'heure, il y a eu une question de Clémence qui me demandait pourquoi, dans mon graphe des liaisons, j'ai écrit l'action de 2 sur 1 et pas l'action de 1 sur 2. Pourquoi j'écris l'action de 2 sur 3 et pas l'action de 3 sur 2? Bah ça, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Alors, de manière générale, je vous recommande quand même de toujours écrire, quand vous avez dans l'une des deux classes d'équivalence cinématique le bâti, l'action du bâti sur le reste. Pourquoi? Parce qu'on n'isole jamais le bâti. Donc ça sert à rien d'écrire l'action de 1 sur 0
parce que vous vous en servirez jamais directement, vous prendrez toujours la réciproque, l'action du bâti sur le reste. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours l'action du bâti sur 1, ou ici l'action du bâti sur 3. Après, ici, c'est pas anodin, j'ai pas fait au hasard en fait. C'est que ici, comme j'avais déjà vu que 2, c'était un solide soumis à 2 glisseurs, je savais que j'allais pas m'embêter vraiment à écrire des équations en isolant 2. Donc, je me suis dit, je vais écrire l'action de 2 sur 1, parce qu'elle va intervenir dans cet isolement rouge ici, et l'action de 2 sur 3 qui va intervenir dans l'isolement bleu. D'accord? Après, si vous aviez fait l'inverse, défini le torseur de 1 sur 2 plutôt que 1 sur 2, et ben, il aurait juste fallu faire attention à mettre des moins dans vos équations ici. Ici, alors non, 1 sur 2 c'est ici plutôt, c'est où? C'est en rouge. Donc il aurait juste fallu faire attention à mettre des moins. Ça aurait été du moins x12 plutôt que du plus x21. Ça change pas grand chose, hein. Mais j'avais un peu anticipé ça quand même. Ok, est-ce que c'est bon ça?